Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisme. Tu veux en savoir plus sur les pouvoirs de la gratitude, notamment dans la capacité à manifester des choses dans ta vie, à attirer ce que tu veux vivre, mais peut-être que tu as aussi envie d'entendre les limites de la gratitude et pourquoi, malgré le fait d'avoir de la gratitude, parfois ça ne suffit pas pour obtenir ce que tu veux dans ta vie. La raison pour laquelle je te fais cet épisode aujourd'hui, c'est que j'ai reçu une question d'une des belles âmes qui écoute cet épisode et que je salue au passage. Merci pour ta question. Je vais la lire pour que tu puisses avoir le contexte, toi aussi. Hello Céline. Petite question sur le podcast concernant la gratitude. Donc là, la personne fait référence à l'épisode que j'ai fait il y a quelques temps, qui est l'épisode numéro 8, nommé Les secrets de la gratitude. Je reprends le message. Tu en as fait un portrait très centré vers les actions concrètes et psychologiques à mettre en place, ce qui est génial, soit disant passant. Je te remercie. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup entendre le côté énergétique, spirituel d'exprimer sa gratitude, le fameux pense positif pour attirer le positif à toi, ou encore l'univers te donne les énergies en lien avec ton état d'esprit. Personnellement, je trouve les présentations spirituelles qui en sont faites un peu dénuées de vrais discours. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis en tant que thérapeute chaman qui travaille aussi avec le subtil. Qu'est-ce que tu pourrais en dire vis-à-vis de l'aspect énergétique? Qu'est-ce que dans le fait d'exprimer la gratitude fait aussi bouger les forces internes et externes pour l'attirer vers toi? Alors pour ceux qui m'ont rejoint récemment, peut-être que ça va te surprendre le côté chaman qui est apparu dans ce message. Mais si tu me suis depuis plus longtemps, tu sais que j'ai beaucoup plus communiqué à une certaine époque sur ma casquette chaman. Du coup, je vais donner juste un tout petit contexte par rapport à ça. C'est ce qui va permettre de mieux comprendre d'où viennent mes réponses dans cet épisode. Avant de m'orienter dans la guérison des psychotraumas affectifs, et notamment en passant par des approches psychosomatiques qui prennent le corps en compte, j'ai d'abord travaillé avec la guérison des traumas depuis le point de vue spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Et pour ce faire, j'ai d'abord été formée pendant plusieurs années sur les soins énergétiques et notamment tout un parcours chamanique, pas que pour les soins, c'est beaucoup plus large que juste les soins, le chamanisme, mais c'était une manière pour moi de reconnecter avec une spiritualité qui est ancrée dans du pragmatisme, ancrée dans du tangible, même si on travaille avec des forces invisibles. Le chamanisme reste une tradition spirituelle qui est très connectée aux énergies de la nature, de la terre et du corps. Donc c'est pour ça que j'ai été attirée par ces approches-là et aussi parce que j'ai des origines chinoises et que en Chine, notamment dans le taoïsme, il y a des racines chamaniques très importantes. Et dans le folklore spirituel chinois, on a énormément d'informations qui sont des perceptions du monde très chamaniques. Et donc, le rôle du chaman, il est multiple. C'est pas juste la guérison. C'est une personne au sein de la communauté qui a pour but d'être médiateur entre les forces invisibles de la nature et les forces visibles, notamment, pour permettre à ce qu'il y ait une vie plus harmonieuse qui prend en compte les différentes dimensions de l'existence, les différents plans qui coexistent et qui ne sont pas que matériels. Donc, le ou la chamane intervient dans la guérison, mais aussi pour conseiller les leaders qui sont responsables de la communauté dans des choix sociopolitiques, par exemple. Le ou la chamane est une personne qui initie à l'expérience spirituelle, qui la facilite, qui en est médiateur pour les personnes de la communauté, et pour celles qui sont intéressées, pour qu'elles puissent devenir autonomes dans cette relation avec l'invisible. Parfois, le ou la chamane va avoir un rôle de messager qui va recevoir des informations du monde invisible et les transmettre aux personnes afin qu'elles puissent avoir un éclairage nouveau sur une situation et prendre des décisions depuis un espace de compréhension et de conscience plus global.
Et enfin, dans les sociétés traditionnelles en particulier, mais aussi aujourd'hui dans ce qu'on appelle le néo-chamanisme, dans les sociétés occidentales, le chaman ou la chamane va être l'organisateur ou organisatrice d'événements spirituels, de cérémonies, de rassemblements, pour pouvoir pratiquer des rites qui vont venir nourrir la vie spirituelle de la communauté, des personnes qui vont être présentes. Par conséquent, dans les traditions chamaniques, mais aussi dans beaucoup de traditions spirituelles, la gratitude, c'est une qualité fondamentale à cultiver. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va être vraiment mon ressenti, mon point de vue, mon expérience autour de la gratitude. Ça ne va pas être représentatif de toute la communauté chamanique. D'ailleurs, il y a autant de chamanisme que de chamans, j'aurais envie de dire, aujourd'hui en particulier. Ce n'est pas non plus représentatif de d'autres visions spirituelles sur la gratitude. Je vais vraiment engager là uniquement mon avis et mon expérience, ma compréhension des choses. Et je t'invite vraiment, en écoutant ces épisodes, à te construire ta propre expérience et faire des tests, découvrir par toi-même ce que la gratitude peut apporter dans ta vie. Tout d'abord, la gratitude, pour moi, c'est simplement l'appréciation de ce qui est. C'est une manière de faire honneur, de reconnaître, d'être attentif à ce que la vie nous donne. Finalement, c'est presque l'inverse de ce qu'on peut expérimenter dans la société occidentale, industrielle et capitaliste. C'est cette vision du monde où il faut s'accaparer les ressources et toujours plus obtenir. Comme s'il y avait une espèce de postulat de manque, comme s'il y avait une insatisfaction, une insécurité profonde. Et quand on est connecté sur les plans matériels, c'est compréhensible. Dans une certaine mesure, c'est compréhensible dans des instincts de survie, dans la compréhension des héritages transgénérationnels. Les époques n'ont pas toujours été aussi fastes qu'aujourd'hui, même si on pourrait toujours trouver que c'est pas parfait encore aujourd'hui et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça remonte finalement à pas si longtemps que ça, que le confort de la vie sur Terre est à ce point accessible pour beaucoup de personnes. Et quand je parle de confort, je parle vraiment d'avoir accès aux ressources basiques de la vie courante, quoi. Je... Là, tout récemment, j'ai eu un problème avec l'eau courante à un moment donné. Bon, bah, quand l'eau a été coupée, on a senti à quel point c'était extrêmement précieux d'avoir accès à l'eau courante chez soi. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes sur Terre qui ont accès à ça, surtout quand on compare à il y a quelques centaines, quelques milliers d'années où c'était beaucoup plus difficile, la vie, sur le plan matériel. Donc, mon ressenti, c'est que sur le plan matériel et dans l'idéologie capitaliste, il y a cette quête de l'acquisition. Et la gratitude, elle, dans les courants spirituels, vient vraiment compenser ou contrebalancer cette insatisfaction qui peut venir avec cette poursuite de toujours plus, qui d'ailleurs s'est aussi vachement transposée dans l'idéologie du développement personnel, par exemple, où on va chercher à être toujours plus une meilleure version de soi-même, une version de soi-même plus riche, plus sage, plus capable. Et je pense pas qu'il y ait un problème radical avec ça. Je pense que c'est juste une question d'équilibre. Il y a en nous des besoins naturels auxquels ces stratégies répondent. Cette stratégie de devenir plus et d'avoir plus. Maintenant, si on n'est que dans la poursuite, eh bien, on va avoir ce sentiment d'insatisfaction, de creux, de vide, de frustration, de peur, d'insécurité. Tandis que la gratitude, elle, vient comme un remède, selon moi, à ces peurs, à ces vulnérabilités, voire ces faiblesses profondes auxquelles, en tant qu'humain matériel dans un corps, on est soumis. Si on m'enlève l'air que je respire, en quelques minutes, je meurs.
Si on m'enlève la nourriture et l'eau, en quelques jours, je meurs. Si on m'enlève la paix sociale, en quelques jours, il se peut que je déconnecte d'avec mon âme en rentrant dans un mode survie en situation de guerre. Donc oui, on est fragile dans le monde matériel. Et c'est pour ça qu'on cherche à se sécuriser, à se développer, à être toujours plus fort quelque part, plus capable, plus sécurisé. Mais la gratitude nous ramène à la puissance de ce à quoi on a accès. C'est une manière de pouvoir vraiment jouir et profiter de ce qui nous est donné. Et c'est important parce que sinon on serait que dans la course-poursuite de toujours plus, de toujours au mieux. La gratitude nous permet de ressentir la plénitude, de ressentir la satisfaction, de faire honneur et d'une certaine manière de vraiment mieux recevoir ce que la vie nous donne et de ce que nous-mêmes on arrive à s'offrir grâce à nos efforts, grâce à nos actions. Apprécier également qui on est, les ressources qu'on a développées à l'intérieur de soi et tout le chemin parcouru pour en arriver là. Donc finalement, c'est normal que la gratitude soit à ce point un sujet qui soit abordé dans la vie spirituelle à travers différentes traditions, puisque c'est une manière de se relier à la création et à la source de ce qui a créé tout ce qui existe. C'est nous permettre de nous resituer aussi dans ce monde en incluant notre humilité, notre modeste condition, comme ce que je te disais tout à l'heure, de si tu m'enlèves l'air, l'oxygène, en quelques minutes, je meurs. Donc, j'apprécie l'air parce que l'air me permet de vivre. Donc, je peux mieux apprécier aussi le fait que je suis en vie. La gratitude m'ouvre sur le monde, me connecte au monde et me fait réaliser à quel point le monde me nourrit. Et à quel point je me nourris, et à quel point, en fait, j'existe et je suis. Et voilà, on revient à quelque chose de très existentiel, donc du coup, de très spirituel, selon moi. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à la question qu'on m'a posée, qu'est-ce que dans le fait d'exprimer la gratitude fait bouger les forces internes et externes pour l'attirer vers soi? En fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on peut la comprendre de deux manières. On peut la comprendre d'une manière métaphysique, ou on peut la comprendre d'une manière un peu littérale. Si je comprends la question d'un point de vue littéral, c'est-à-dire, eh bien, il y a des forces internes à l'intérieur de moi et il y a des forces externes à l'extérieur de moi. Et quand je me mets dans la gratitude, quand j'exprime de la gratitude, ces forces internes et externes concordent et font que voilà, je me rapproche de ce que j'apprécie par ma gratitude et ce qui est apprécié par ma gratitude se rapproche de moi. Ça, c'est une manière un peu littérale de comprendre la question. Pour pouvoir te répondre avec mon point de vue et ma compréhension, je vais adopter le point de vue un peu métaphysique de cette question. C'est-à-dire que pour moi, le but même de la gratitude, c'est que la barrière entre ces forces internes et ces forces externes, l'illusion de cette barrière soit abattue. Il n'y a plus de force interne et de force externe. Il n'y a qu'une seule force. Et là, il faut que j'apporte une précision concernant ce que je vais dire qui va suivre. C'est que pour moi, il y a un lien immédiat entre pouvoir être dans un état de grâce, un état de gratitude et le fait d'expérimenter l'unité. Et pour moi, l'unité des choses, elle implique qu'on se sorte du petit je suis, qui serait un je suis de l'ego qui m'identifie comme étant cette personne qui est limitée par ce corps, qui est ce petit monde à part entière, et de rentrer dans le grand je suis, qui est en fait
l'existence de ce qui est et cette espèce de conscience universelle, de lien énergétique qu'il y a entre toutes choses. Et pour te donner un exemple, imagine tu mets des lunettes qui te font voir que les atomes, que les atomes. Tu verrais pas du tout la même chose là dans la pièce. Tu verrais plus forcément moi, et puis la table, et puis l'ordi, et puis la lampe. Tu verrais bien autre chose en fait. Tu verrais probablement une espèce de grande soupe atomique dans laquelle toutes les choses sont un peu mélangées. Et il y a une dimension de la réalité où c'est le cas. Il y a une dimension de la réalité qui n'est pas celle qu'on perçoit par défaut, mais il y a une dimension où c'est une grande soupe. Et du coup, eh bien, là, quand je vais te donner des exemples juste après, je vais te parler depuis cet espace où le je suis, c'est pas le je suis Céline, petite Céline, c'est le je suis de l'existence, le fait d'être et de percevoir qu'il y a quelque chose qui est. Et quand je suis dans cet état de perception, qui est un état, là je t'avoue, ce que je suis en train de te dire, c'est très mystique, hein, mais c'est connecté à l'unité de toute chose, le champ énergétique de l'unité. Et donc, quand je suis en train d'avoir la gratitude pour, par exemple, mon ordinateur, je suis aussi l'ordinateur à ce moment-là. Il y a une unité, il y a quelque chose qui circule entre cette partie du monde et la partie du monde qui est entre guillemets moi. Et en fait, à ce moment-là, on forme un. Et ce avec quoi j'interagis interagit avec moi. Et donc, j'informe ceux avec quoi j'interagis, mais ceux avec quoi j'interagis m'informent aussi. Donc, on n'est pas dans une relation séparée, dissociée. Il y a un lien, il y a une unité. Et pour moi, dans mon expérience et ma compréhension de la gratitude magique, la gratitude qui favorise le fait d'attirer des choses dans notre vie, et c'est cette unité qui est un fondement de cette action énergétique, de cette réaction, de ce résultat. Quand j'apprécie l'air, je suis l'air. Quand j'apprécie l'autre, je suis l'autre. Quand j'apprécie le vêtement, je suis le vêtement. Et dit comme ça peut paraître un peu étrange. Mais je te partage ma compréhension des choses. De la même manière, ce qui est à l'extérieur de moi est apprécié par moi est moi. Si j'apprécie l'ordinateur qui est face à moi, qui me permet d'enregistrer cet épisode, une partie de moi est dans l'ordinateur. Et une partie de l'ordinateur est en moi. Et plus on est proche, et plus on fait corps, et plus on est un, et plus j'atteins les niveaux les plus extrêmes de la gratitude, les plus profonds, les plus existentiels. Et c'est là où, énergétiquement, il peut y avoir de la magie qui se passe. Parce que ce que je vois et ce que je suis fait un. Et donc, par conséquent, c'est pas tant que j'exprime la gratitude, c'est que j'incarne la gratitude. Et l'incarnation de la gratitude, elle va faire que mon comportement va changer vis-à-vis de ce que je reconnais et apprécie. Puisque la gratitude dans la profondeur dont je viens de parler implique que je suis ce que j'apprécie et que ce que j'apprécie est moi, alors je vais traiter les choses différemment. Cet ordinateur que j'apprécie, je vais le traiter bien différemment d'un ordinateur dont je me sentirais complètement dissociée et qui serait un acteur extérieur dans ma vie. Mais quand j'ai cette relation intrinsèque avec cet objet, finalement, cet objet est plus qu'un objet. Il est une fonction qui sert à l'expression de qui je suis. Il est l'émanation d'une capacité sur laquelle je peux m'appuyer pour exprimer certains aspects de ma personnalité. Et en même temps, cet objet-là me définit d'une certaine manière.
Si il n'était pas présent, il me faudrait trouver une autre façon de m'exprimer et d'être vue et d'être perçue. Et ce serait complètement OK, je ne suis pas dépendante de cet ordinateur. Si je dois m'exprimer d'une autre manière parce que c'est ma nature de m'exprimer d'une manière qui me ressemble, eh bien, j'aurais trouvé peut-être le dialogue dans la vie courante, je peux trouver le dessin, je peux trouver la musique. Mais quand je choisis d'être en relation avec cet ordinateur pour pouvoir faire un travail dans lequel je suis profondément alignée et j'ai de la reconnaissance du coup pour cet ordinateur, pour ce qui me permet de vivre et d'exprimer de moi, eh bien, il me définit d'une certaine manière, tout comme je le définis par l'usage que j'en fais. Évidemment, ça ne se résume pas à ça, puisque le monde est fait d'interconnexions et de beaucoup de subjectivités qui sont en train d'exister en parallèle dans une magnifique chorégraphie qui donne le vertige, hein. Mais la raison pour laquelle je crois profondément que la gratitude nous permet d'attirer des choses dans notre vie ou de les cultiver, les entretenir et de les faire fructifier, c'est parce qu'on fait corps avec. Mais il y a des limites et des contraintes à ça, et je reviendrai sur ce sujet après. Déjà, je me permets une petite parenthèse parce que en répondant à cette question que tu adresses spécifiquement à moi, thérapeute chamane, ça me fait réaliser aussi que cette vision des choses, de la gratitude, est vraiment très inspirée de la vision animiste des chamans. S'il y a un point commun à tous les chamans de la planète, si je puis dire, si je puis prétendre à trouver ce point commun-là, c'est cette vision du monde animiste. C'est-à-dire cette perception que la source de tout ce qui existe est présente dans tout ce qui existe. Que finalement, Dieu, la déesse, le créateur, la créatrice, le grand mystère, le grand esprit, n'est pas un être dissocié de la création. Il est incarné dans la création, il est présent dans la création. Il n'est pas que l'aspect matériel, mais disons que l'aspect matériel est une des dimensions de la création globale. Et il y a des attributs de la source dans la multiplicité de la création. Donc du coup, les chamans ont une relation avec ce qui existe différente d'une vision qu'on appelle naturaliste, qui va voir, bah, par exemple, un arbre comme un objet. L'arbre est un objet et je vais l'utiliser comme tel, comme une ressource, et par conséquent, je vais avoir des comportements vis-à-vis de lui qui sont d'ordre utilitaire. Dans la vision animiste des choses, l'arbre est un individu, c'est un sujet. Du coup, je vais me comporter avec l'arbre comme je me comporterais avec une personne. Sauf que bon, j'adapte parce que il s'agit d'un arbre, mais la relation va être très différente. Ce n'est plus une relation utilitaire. Ça va être un peu plus égalitaire finalement. Le rapport de force va être différent. Cette vision animiste, elle peut s'étendre plus largement au-delà des êtres vivants, même sur les êtres inanimés, que ce soit la roche ou les phénomènes naturels, ou bien même les objets de la vie courante. Pour ma part, depuis que je suis enfant, j'ai une relation avec les objets qui est très animiste. En fait, je sais pas d'où ça me vient, probablement de vie passée. J'aime bien croire à ça. Que voilà, depuis que je suis enfant, j'ai une relation avec tout ce qui existe davantage de sujet à sujet que de sujet à objet. Même les objets qui m'entourent, pour moi, ont une forme d'âme et du coup, je les traite souvent beaucoup plus comme des personnes que comme des objets. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, du coup, que les objets qui sont en ma possession durent extrêmement longtemps. Je suis reconnue par plusieurs personnes dans mon entourage dans ma capacité à conserver l'état des objets hyper longtemps. Et je sens que c'est probablement lié à la relation que j'ai avec. Voilà, je referme la parenthèse pour dire que c'est une spécificité peut-être cette vision du monde, cette vision de la gratitude qui est tirée d'un regard animiste sur le monde.
Maintenant, je poursuis sur les limites et les contraintes liées à l'exercice de la gratitude, l'incarnation de la gratitude. La première limite, c'est que si toi-même, tu ne te respectes pas ou que si tu ne te reconnais pas en tant qu'être, en tant que sujet, dans ton essence profonde et dans l'expression de ta présence ici sur Terre, ça va être difficile d'entretenir cette profondeur de gratitude-là dont je te parle, puisqu'elle implique une espèce de réciprocité. Et c'est ce que j'observe souvent autour de moi, chez des personnes qui sont très spirituelles et qui vont exprimer de la gratitude pour beaucoup de choses autour d'elles, mais qui ont une relation conflictuelle avec elles-mêmes. Bah, souvent, leur vie va être quand même pas mal habitée par des blocages et des énergies de manque, tout simplement parce qu'il manque un bout du chaînon à la gratitude, c'est-à-dire la reconnaissance et l'appréciation d'eux-mêmes, de qui ils sont, de qui ils ou elles sont. Donc la première limite, c'est ça, c'est que si tu es dans une gratitude qui honore tout ce qui est à l'extérieur, mais que tu t'exclus de ce monde, bah, tu t'exclus de la réalité de ce que tu veux apprécier. Du coup, tu peux pas vraiment l'apprécier, selon moi. Et typiquement, du coup, ça rend immédiatement inefficace toutes les techniques de manifestation dont tu as peut-être entendu parler, où il s'agit de développer de la gratitude pour des choses que tu aimerais avoir dans ta vie que tu n'as pas encore, mais de commencer déjà à, par exemple, te projeter, à imaginer que tu as déjà ce que tu aimerais avoir, ce que tu désires, et d'exprimer de la gratitude pour ça. Et bien déjà, immédiatement, si tu n'es pas dans une capacité de gratitude, de reconnaissance, d'appréciation, d'honneur de qui tu es, de ce que tu es, au niveau existentiel, en relation avec le monde, parce que tu pourrais très bien te prendre comme sujet et être en gratitude pour toi, mais ne pas vraiment reconnaître l'effet que tu as sur le monde, comment est-ce que tu impactes le monde par ta présence, parce que tu n'existes pas dans une bulle isolée du monde. À chaque instant, quand tu respires l'oxygène, tu expires du dioxygène, tu impactes le monde. Il n'y a pas un seul instant, il n'y a pas une seule seconde depuis que tu es né, ou même depuis que tu as été conçu, que tu n'as pas une incidence sur ton environnement. Et si tu n'arrives pas à apprécier l'incidence que tu as sur ton environnement, pour moi, tu n'es pas en train d'apprécier ton existence. Tu apprécies une étiquette. Oui, je suis quelqu'un de gentil. Oui, je suis généreuse. Oui, je suis empathique. Ok, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue existentiel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es empathique? Qu'est-ce qu'il est en train de s'échanger comme énergie dans le monde? Qu'est-ce qui est en train de se vivre à cet instant-là? Et ton empathie à toi ressemble peut-être pas à la mienne. Peut-être qu'il y a des nuances, des différences, des divergences. Donc, t'apprécier toi, c'est vraiment apprécier toi, pas l'image, le reflet dans un miroir de qui tu es, mais toi, là, maintenant, l'énergie, la, la puissance de toutes ces cellules assemblées, de tout ce système qui est en train de fonctionner, de cette vibration, de la musique qu'il y a dans ton corps, les battements de ton cœur, tes inspires, tes expires. Là, tout de suite, tu es vivant, tu es vivante. OK? C'est de ça dont je parle. Est-ce que tu peux apprécier ça? Car c'est là que la vraie gratitude s'opère. OK? Et c'est dans cet espace-là de présence que tu peux goûter cette interconnexion qu'il y a entre le monde et toi. Tu n'es pas séparé du monde. C'est ton cerveau qui te fait penser ça. C'est notre cerveau qui a cette capacité verbale à identifier les objets de façon distincte, à les nommer, à dire, voilà, ici, il y a une table, et puis là, il y a un micro, et puis là, il y a une caméra, et puis là, il y a un ordi, là, il y a une chaise, et puis là, il y a mon corps, et dans mon corps, il y a mes jambes, et puis il y a mon bassin, et puis il y a mon torse. Et en fait, cette réalité-là, qui nomme, qui étiquette les choses, elle nous crée des barrières invisibles
qui font qu'il y a cette sensation de intérieur, extérieur, cette impression de parties isolées entre elles. Alors que la réalité est sensible, la réalité que tu expérimentes dans ton existence profonde, c'est une réalité interconnectée en fait. Il y a une unité extrêmement profonde à chaque instant et à tellement d'endroits que c'est difficile pour le cerveau de le concevoir. Et heureusement qu'on n'est pas tout le temps branché sur la conscience de ce niveau d'interconnectivité. Parce que ce serait juste pas vivable, en fait. Je veux dire, c'est trop d'informations, quoi. On peut pas gérer tout ça. Notre inconscient le gère très bien. C'est notre inconscient qui gère ça. Et c'est pour ça que, grâce à notre inconscient, si on travaille avec, on est connecté au monde. On est connecté aux mémoires du passé. On est connecté à l'intuition du futur. Et du coup, eh bien, c'est là qu'il y a des synchronicités qui se passent. Parce que dans cet espace existentiel de l'être, on a accès à beaucoup plus de ressources que ce que notre cerveau, conscient et logique, peut concevoir. Donc la gratitude magique, la gratitude qui nous permet d'attirer, d'entretenir et de faire fructifier ce qu'on désire, elle ne peut agir que dans cette appréciation existentielle de toi, ton existence et de l'existence de ceux qui t'entourent. Et la relation qu'il y a entre toi et ceux qui t'entourent. Une autre limite de ce niveau de gratitude-là, c'est qu'en fait, il dépend de certains prérequis. Mais ces prérequis, tu peux les développer. Pour moi, je vois 3 prérequis principaux pour te simplifier les choses, qui vont avoir un effet sur la qualité de ta gratitude, mais aussi sur la capacité à pouvoir attirer, entretenir et cultiver ce que tu veux dans ta vie. Un premier prérequis, c'est ta maison émotionnelle. Deuxième prérequis, c'est ta maison mentale. Et troisième prérequis, c'est ta proximité physique. Donc le premier prérequis, la maison mentale, n'hésite pas à mettre sur pause et à aller prendre de quoi noter parce que ce que je vais partager là est très important et c'est ce que je partage dans des formations payantes. Donc je te fais un petit aperçu de certains grands principes que je partage et qui sont très très importants dans la qualité de vie que tu peux te créer et la qualité de pouvoir que tu peux avoir sur ta vie. Donc la maison émotionnelle, c'est un concept très très important. Il s'agit en fait de vraiment ce que tu incarnes et ce que tu vibres dans l'instant T, dans l'instant présent. Cette énergie-là, cette maison émotionnelle, elle ne s'est pas construite en 2 jours. Elle a des fondations qui sont des héritages transgénérationnels. Tout d'abord, le premier héritage émotionnel qu'on a reçu de nos ancêtres, c'est la peur. Il y a beaucoup, beaucoup de peur et d'appréhension. C'est ce qui nous a permis de survivre. Les êtres les plus téméraires et courageux sont souvent morts le plus tôt et sans laisser de descendance. Donc si nous sommes là tous ici aujourd'hui, c'est probable que dans beaucoup de nos ancêtres, il y a eu des personnes qui avaient très peur et qui ont ressenti de manière fréquente la peur et qu'ils ont écouté leur peur pour se préserver et rester vivants. Ensuite, en fonction des cultures, il va y avoir des émotions dont on va hériter qui vont être courantes. Par exemple, c'est mon ressenti perso, là, encore une fois, et ce que j'observe. Hein. N'hésite pas à me partager si jamais toi, de ton côté, tu observes autre chose. Ce que j'observe, c'est que, par exemple, dans mon héritage chinois, dans la société chinoise, une émotion que j'ai beaucoup perçue, c'était la honte et la fierté. C'est un bagage émotionnel qui visiblement est assez présent. Et il y a beaucoup de situations qui peuvent facilement déclencher de la honte ou de la fierté.
En France, je constate qu'il y a un héritage assez présent de désespoir, d'indignation et de fatalité. Évidemment, là, je parle d'un grand courant culturel, de tendance sociale qu'on pourrait observer, que moi j'ai observé en tout cas. Mais évidemment, ça se précise aussi en fonction des familles qu'on a eues, des amis qu'on a autour de soi, des personnes qu'on fréquente dans le milieu du travail, la culture de l'entreprise ou de notre activité dans laquelle on se trouve, et enfin de notre personnalité propre. Tu peux très bien avoir cet héritage très profond de peur lié aux ancêtres, peut-être cet héritage d'indignation ou de fatalisme lié à la culture française, et en même temps avoir vécu dans une famille très joyeuse, très dans la plénitude, le calme, la tranquillité, et du coup, bah, cet héritage familial aura peut-être un impact plus grand sur toi si ta personnalité s'est aussi bien accoutumée à ces émotions et ces énergies-là. Moi, en tant que thérapeute, ce que je vois, c'est une population de personnes qui cultivent des émotions lumineuses, qui cherchent à vraiment cultiver le calme, la tranquillité, l'amour, l'émerveillement, la foi, l'espoir, l'optimisme, et qui en même temps, dans leur famille, sont peut-être les seuls qui aient cette énergie à ce point lumineuse, en fait, et qui sont plutôt à contre-courant d'émotions stabilisées, des maisons émotionnelles de leurs proches, qui eux vont être plutôt dans des choses plus lourdes, plus difficiles, plus insatisfaisantes. Et peut-être que c'est ton cas à toi aussi. Donc si jamais ce que je te dis te parle et que tu veux cultiver les émotions lumineuses, ça va être très important pour cette notion de gratitude et d'attraction de ce que tu veux dans ta vie. Parce que il y a des émotions qui sont associées à ce que tu désires. Et peut-être que ces émotions-là sont encore très assombries et du coup ne permettent pas que tu puisses faire un avec ce que tu désires. Typiquement, c'est quoi ces émotions plus sombres, ces émotions plus lourdes, plus plombantes? C'est la peur, c'est le dégoût, la colère, la tristesse, le vide, le désespoir, le fatalisme, l'impuissance, le sentiment de subir, la honte, la culpabilité, l'agitation, le manque, l'insatisfaction, la frustration, la fatigue. Toutes ces énergies-là, ces émotions-là, si elles sont très présentes en toi ou qu'elles sont très présentes quand tu penses à ce que tu désires, eh bien, ça t'empêche d'être ouvert à ce que tu veux. Et par conséquent, c'est assez logique que tu puisses pas être dans la gratitude existentielle dont je te parlais tout à l'heure si jamais tu as ces émotions en toi. Le leurre, c'est quand tu crois vraiment que la gratitude, c'est juste verbaliser la gratitude finalement, tu vois, que c'est ce côté mental de oui, oui, j'apprécie les qualités de quelque chose parce que, bah voilà, factuellement, tac, 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 c'est telle chose, c'est bien pour ma vie, ça m'apporte ça, c'est génial, super. Mais le problème, c'est que si émotionnellement, à l'intérieur de toi, profondément, il y a plus des émotions plombantes, tu peux avoir toute la logique que tu veux pour apprécier, tu peux pas incarner l'appréciation. Pour incarner l'appréciation, tu as besoin des énergies ressources que je vais te lister là. La confiance, la curiosité, l'amour, l'émerveillement, la joie, l'espoir, la foi, la puissance, le sentiment de maîtrise, la fierté, la sérénité, le calme, la tranquillité, la plénitude, l'abondance. Quand tu vibres ces émotions lumineuses, ces émotions légères, ces émotions qui ancrent, là tu peux t'ouvrir. Là, tu peux faire corps, tu peux faire un, tu peux apprécier d'un point de vue existentiel, parce que dans ta vibration profonde, dans l'émotion que ton corps incarne,
face à ce que tu veux apprécier, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de la clarté, il n'y a que de la fluidité et de l'ouverture et de la présence. Il n'y a pas de conflit avec ce que tu désires, pas de conflit avec ce que tu es en train d'apprécier. Et c'est pour ça tout à l'heure, et vraiment je le redis là, que selon moi, dans ma vision animiste du monde, tu ne peux pas apprécier quelque chose à l'extérieur de toi si tu ne t'apprécies pas, toi, dans le monde, en relation avec ce que tu apprécies. Si tu ne t'apprécies pas toi, mais que tu apprécies un truc à l'extérieur de toi, tu n'es pas dans la gratitude complète. Il manque un bout de la boucle. Donc du coup, ce côté attraction, ce côté fructification, entretien, ne circule pas. Il n'y a pas de relation, en fait. Il n'y a que le constat, tu es témoin extérieur, mais il n'y a pas d'interaction avec ce que tu apprécies. Il n'y a pas d'intimité, en fait. Et c'est ça que j'observe beaucoup chez beaucoup de personnes que j'accompagne, par exemple, et qui cherchent à développer des choses, mais que ça bloque. Bah, c'est souvent qu'en fait, ce qui bloquait, c'est que à l'endroit où elles veulent apprécier la chose, en fait, il y a du vide à l'intérieur d'elles-mêmes. Ou alors, il y a de la honte à l'intérieur d'elles-mêmes, ou il y a de la peur à l'intérieur d'elles-mêmes. Et du coup, bah, ce truc qu'elles désirent tellement, finalement, n'est pas accessible à cause de ces émotions qui signalent à ton corps, distance-moi de ça. Je ne veux pas. Ce truc-là ne me met pas à l'aise. Ce truc-là me tend. Ce truc-là me ferme. Je ne veux pas de ça. Quand bien même c'est quelque chose de génial. Par exemple, trouver l'amour, être entouré de personnes qui nous aiment et qui nous apprécient. Ça peut être quelque chose de terrifiant pour un système nerveux qui a été habitué à être maltraité, à être ignoré, à être négligé. Ça peut être terrifiant. Du coup, le lien avec l'autre peut être rempli de tristesse, de peur, de désespoir, quand bien même rationnellement, la personne d'aujourd'hui a envie de ce type de relation. Évidemment, toi, si tu regardes ou écoutes cet épisode, évidemment, toi aussi, tu veux des relations épanouissantes. Toi aussi, tu veux vivre des choses merveilleuses dans ta vie et accomplir des projets passionnants. Bien sûr que tu veux ça. Mais comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu peux avoir de la gratitude pour le futur où tu auras obtenu et vécu ce que tu désires? Ou est-ce que là, tu sens que dans ton corps, ça se tend, ça se ferme? Si c'est le cas, ça va être super important que tu travailles sur ta maison émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux, en tant qu'individu, avoir un impact très fort sur ta maison émotionnelle si tu décides des émotions que tu veux ressentir, que tu t'associes à ça, que tu t'identifies à ces émotions-là, que tu puisses te dire, voilà, moi, de la même manière que je peux dire je suis triste parfois, mais je veux dire je suis heureuse. Et accueillir cette émotion-là profondément. On a besoin de créer des repères dans les émotions agréables de la vie. Sinon, on ne guérit jamais des conséquences des traumas. Une des conséquences des traumas, c'est de rester dans des maisons émotionnelles pleines d'insatisfaction, pleines de manque, pleines de honte et de désespoir ou d'impression de subir, alors que factuellement, il n'y a plus de raison. Donc on a vraiment besoin de travailler sur notre maison émotionnelle parce que c'est là que la magie opère, en bonne partie. Parce que l'émotion, c'est l'énergie qui met en mouvement. Il y avait eu des études là-dessus. Sans l'émotion, on n'arrive pas à prendre de décision. Dans le cerveau, l'émotion permet de passer à l'action, permet de trancher, permet de prendre une direction plutôt qu'une autre. Et ça, tu as pu l'observer au quotidien. Si jamais tu es en joie, tu vas peut-être réagir d'une façon différente et décider des choses différentes que si tu es fatigué, ou que si tu es triste, ou que si tu es en colère, c'est encore autre chose qui va sortir. Tu vois, donc ta maison émotionnelle, c'est pas juste pour ton confort intérieur et émotionnel, hein. C'est vraiment par rapport à ce que tu construis dans ta vie qui va découler des décisions que tu prends en fonction des émotions que tu ressens. Si tu es en gratitude, en ouverture, en fluidité avec ce que tu désires, alors c'est plus facile de le recevoir quand il se présente ou de le remarquer quand tu l'aperçois. Et par conséquent, de prendre des décisions qui vont être différentes. Si tu adores
être avec des personnes qui te traitent bien. Quand tu vas voir une personne qui te traite bien, tu vas ressentir de la joie, tu vas avoir la curiosité, tu vas te rapprocher de cette personne-là et tu vas vouloir apprendre à la connaître. Et finalement, petit à petit, vous allez peut-être devenir amis ou plus, ces affinités. Que si tu ressens de la peur, de l'inconfort, de la honte quand tu es face à quelqu'un qui te traite bien, parce que toi, par exemple, tu n'apprécies pas inconsciemment qui tu es, et tu as l'impression que tu ne mérites pas, par exemple, à cause des histoires que tu as vécues dans le passé, eh bien, quand quelqu'un va te traiter bien, peut-être que ton cerveau va l'interpréter comme une menace potentielle ou comme un truc désagréable dont il faudrait s'éloigner. Et du coup, au lieu de te rapprocher de ce que tu veux, tu vas t'éloigner de ce que tu veux et tu vas prendre des décisions qui vont repousser ce que pourtant, mentalement, tu aimerais avoir. Donc, en parlant de mental, ça nous amène au deuxième prérequis, qui est la maison mentale. La maison mentale, c'est vraiment toutes les programmations qui créent le cadre de ce que tu tolères et de ce que tu crois possible. Ça délimite l'espace de ce que tu vas expérimenter dans ta vie, d'un point de vue conscient et même subconscient. Pour moi, si tu veux avoir de la gratitude pour quelque chose, tu vas nécessairement devoir lui faire de l'espace dans ta maison mentale. Typiquement, plus j'ai de gratitude dans ma vie, plus je cultive le sentiment d'abondance et plus j'ai de la curiosité pour ce monde. Je m'intéresse de plus en plus à comment les choses fonctionnent et comment ça se fait que telle chose est conçue de telle manière et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça implique et comment moi je peux être en relation avec ce qui est. En faisant ça, je fais de la place dans ma maison mentale pour appréhender ce qui existe, pour appréhender les choses. Et les choses que tu désires, tu as besoin de pouvoir les appréhender, de pouvoir t'y intéresser et avoir une conception de ces choses-là qui active des émotions lumineuses, alignées avec ce que tu veux vivre. Ça veut dire quoi un peu plus concrètement? Ça veut dire que la conception que tu as de ce que tu désires ou de ce que tu as déjà a besoin de matcher avec comment tu veux te sentir par rapport à ce que tu désires et par rapport à ce que tu veux et par rapport à ce que tu as déjà. Si tu possèdes quelque chose mais que ça te met mal à l'aise, peut-être que dans ta conception de cette chose-là, il y a un truc qui va pas. Peut-être que c'est pas aligné avec tes valeurs, peut-être que c'est une croyance limitante qui vient du passé. Typiquement, peut-être que tu as trouvé le grand amour et que tu te sens super bien dans cette relation, mais qu'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit ça peut pas durer. Et ça, du coup, ça va générer de la peur et un sentiment de fatalité. Alors que toi, tu as juste envie de te sentir légère, confiante et avoir foi dans cette relation. Le problème, c'est que si cette peur et ce sentiment de fatalité persistent à cause de cette perception que de toute façon, ça ne peut pas durer, il y a des grandes chances que dans tes décisions et dans tes interprétations de situations quotidiennes, tu vas donner raison à cette vision-là. Peut-être que ton grand amour te répond 3 heures plus tard que ce que tu attendais, et à cause de cette interprétation mentale que ça ne peut pas durer, et cette émotion de peur et de fatalisme, tu vas te dire, ça y est, il ou elle ne s'intéresse plus autant à moi. C'est le début de la fin, quoi. Et ça va commencer à nourrir et à entretenir et à faire fructifier tout un ensemble d'éléments qui peuvent te conduire ensuite à t'éloigner de la personne pour te protéger ou à l'accuser de choses qui sont en fait pas réelles pour elle. Et dans ce cas, renforcer du coup le fait qu'elle s'éloigne de toi. Et au final, ça a confirmé la croyance initiale que de toute façon, ça ne pouvait pas durer. Donc si aujourd'hui, par rapport à ce que tu possèdes dans ta vie, ce qui est là, présent dans ta vie, et que tu as envie d'apprécier, si jamais il y a des conceptions mentales qui sont désalignées, c'est important de pouvoir les réaligner, de juste les identifier dans un premier temps et de faire un travail de démantelage de ces croyances. Parfois, ça suffit simplement de les exposer et de se demander vraiment, mais est-ce que c'est vrai ou pas?
et dans quelle mesure c'est vrai, et dans quelle mesure c'est pas vrai. Et du coup, quelle serait vraiment la croyance ressource à avoir? Des fois, ça suffit de faire ça. Des fois, il faut faire un travail un peu plus profond, parce que ces croyances se sont créées aussi dans des événements traumatiques, et c'est pourquoi elles sont très intrinsèquement connectées à des mémoires et des émotions, qui font que ça va pas être si facile à déloger, la croyance. Aussi, si tu as des croyances sur toi-même qui, de base, t'éloignent de tout ce qui pourrait être bon pour toi dans ta vie, typiquement des croyances du style de toute façon je mérite pas ou il m'arrive que des merdes, et bah là c'est même pas ta conception de ce que tu as à l'extérieur de toi entre guillemets, c'est vraiment toi dans ce que tu crois possible ou pas pour toi qui est d'office cadré de cette manière. Donc c'est très très important de faire un travail sur ta relation à toi-même et comment tu te positionnes dans le monde, ta posture vis-à-vis du monde. Et ça, c'est un travail que je fais énormément en thérapie. C'est un grand incontournable, car quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, quelles que soient les choses que tu veux vivre ou créer dans ta vie, si ta relation avec toi-même, elle est blindée de limitations, tu seras toujours limité. Ok, donc on a vu l'importance là de la maison émotionnelle parce que c'est l'énergie qui est à l'origine des comportements qu'on a et des décisions qu'on prend. On a vu l'importance de la maison mentale, qui est finalement les lunettes avec lesquelles on regarde les choses, comment on interprète la réalité, sur quoi on va mettre le focus, qu'est-ce qu'on va conclure de ce qu'on observe. Et ça va nous créer ce qu'on croit possible ou pas possible, tolérable ou intolérable. Et enfin, troisième prérequis pour pouvoir incarner la gratitude et pouvoir vraiment faire un avec ce qu'on veut apprécier, c'est la proximité physique. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que simplement, si tu veux apprécier quelque chose, c'est quand même mieux que tu t'en rapproches et que tu puisses l'expérimenter de façon sensible. C'est pas indispensable, bien sûr. Et justement, dans mes qualités de chaman, je travaille quasi systématiquement à distance avec les personnes que j'accompagne. Et quand je suis dans les soins chamaniques en particulier, je me sens extrêmement présente avec la personne, même si elle est à l'autre bout de la France, même des fois à l'autre bout du monde, dans un autre pays. Donc la proximité physique, elle va être relative aussi à ta capacité à pouvoir te sentir proche de quelque chose, même s'il n'est pas physiquement dans la pièce. Cela dit, si tu peux avoir le luxe de pouvoir te rapprocher physiquement de ce que tu désires ou de ce que tu veux apprécier davantage, eh bien, fais-le. Parce que ton corps va pouvoir être impliqué dans le processus encore plus. Et ton corps est plein de capteurs et plein de sagesse et il va pouvoir apprécier avec ses sens l'existence de ce que tu veux honorer par ta gratitude. Et c'est aussi avec le corps que tu peux le plus développer cette perception de relation et d'unité, d'interaction, d'interconnexion qu'il y a avec ce que tu apprécies. C'est pourquoi, si tu veux créer quelque chose qui n'est pas encore présent dans ta vie, ça va être important de chercher comment te rapprocher d'environnements, que ce soit des environnements matériels, des lieux, des objets, ou que ce soit des environnements sociaux, des personnes qui pratiquent le genre de choses que toi, tu veux créer, afin de pouvoir rentrer en relation avec. Si c'est juste une idée complètement abstraite, ça va être plus difficile de le faire arriver dans ta vie. Il faut bien qu'il y ait des points de connexion, quoi. Maintenant, tu peux très bien ne pas savoir où chercher, quoi chercher, mais être tellement aligné dans ta maison mentale et ta maison émotionnelle que le moment où une opportunité se présente, ton intuition te guide et en même temps, la chose est perçue immédiatement par toi. Et je crois aussi qu'il peut y aussi y avoir des forces de synchronicité, de contingence qui vont faire que ce que tu désires te désire aussi. Et du coup,
que ce rapprochement se fasse naturellement, même si ça paraît complètement magique. Donc, ce n'est pas indispensable d'avoir cette proximité physique, mais disons que c'est un plus et que, tant qu'à faire, autant en profiter, quoi. Je veux dire, vu que à terme, la réalité que tu veux pouvoir l'apprécier dans la matière, dans ton existence du quotidien, du coup, autant prendre ce prérequis-là aussi comme un pilier important pour ta gratitude et commencer à expérimenter avec ton corps ce que tu désires voir encore plus dans ta vie. D'ailleurs, c'est souvent là que tu vas prendre conscience, peut-être de blocages mentaux ou de blocages émotionnels, et ça va te permettre de travailler dessus pour être encore plus à l'aise d'être en présence de ce que tu désires. Voilà, belle âme, j'espère que tu as apprécié cet épisode sur la gratitude et sur sa capacité à pouvoir attirer, entretenir et faire fructifier ce que tu désires dans ta vie ou ce que tu as déjà. Merci à la belle âme qui m'a posé la question qui m'a permis de faire cet épisode aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer des questions sur Instagram ou par commentaire sur YouTube si tu veux que je te réponde dans un prochain épisode. Tu peux également partager cet épisode autour de toi à des personnes que ça pourrait intéresser, des personnes qui sont ouvertes à toutes ces conversations autour de la spiritualité, mais qui sont aussi déterminées à créer une vie nourrissante et épanouissante pour elles-mêmes. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour ta présence. Aujourd'hui, c'était le dernier épisode de la saison 1 d'Harmonisons. Le prochain épisode sera un hors-série qui fera le bilan de la première saison et on enchaînera ensuite sur la saison 2 qui sera animée par le fil rouge de la puissance, un thème que je pourrais développer beaucoup plus en détail à l'occasion de cette deuxième saison. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.